Yannick Parent, conseiller immobilier, tu arrives avec un vent de fraîcheur. Là. On est dans l'âge de la jeunesse. On n'est pas dans les 80 plus. Là. Non. Ben, je suis content. Puis je disais tantôt, j'espère que 60 ans, c'est pas trop vieux parce que moi, dans 8 ans, je vais être là. Fait que ça me rassurait d'entendre Francis parler de 72, ta 75. Ta carrière politique est intacte. Ouais. Tu pourrais être le ministre de l'Habitation, peut-être? Mais je te dirais, Francis, contrairement à toi, moi, j'ai pas de visée vers la politique. Ben, je fais des blagues. Mais as-tu des visées vers la politique? Aucune visée vers la politique. Mais on a pas eu cette conversation-là hier. Ce serait bon. Là, on est aujourd'hui. Arrête de vivre dans le passé. Francis, on est aujourd'hui. Zéro. On regarde vers l'avant. Je ne ferai pas de politique, je vous en conjure. Mais s'il y a des politiciens qui veulent mes conseils, ça, ravi de faire ça. J'aime être l'homme derrière, moi, honnêtement. Mais idéalement, pas derrière des portes closes comme Christine Fréchette avec les millionnaires, là, mais derrière, en soutien, chuchoter à l'oreille. T'es-tu interpellé parce que t'es millionnaire? Non, c'est pas une affaire de millionnaire. Mais tu sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont dit qu'ils se voyaient en arrière, qui ont fini en avant, par exemple. Hein? Ouais, ben ça se peut. Puis combien disent jamais, puis hop, non, je vais me vous représenter. Le dis jamais, les amis. Vous me remettrez cette vidéo-là d'en face. Florence, t'as enregistré ça? Ouais, parce que quand tu vas se présenter, on va soumettre la cassette. Sébastien, il va me sortir des jamais. Mais on est ici, Yannick, parce qu'on parle beaucoup des propriétaires, souvent de gros immeubles, de gros propriétaires avec beaucoup de portes. Mais au Québec, au Canada, la majeure partie des propriétaires n'ont pas tant de portes que ça. Là. Absolument. Puis ça a été relevé dernièrement par une firme qui s'appelle Aviseo à la demande de la Corpic, la Corporation des propriétaires immobiliers du Québec. Ils ont sorti une étude qui est fort intéressante. 94% des immeubles de 1 à 5 logements au Canada se trouvent effectivement au Québec. Et parmi ça, 61% de l'offre de logement aux locataires se fait dans ces petits immeubles-là. Alors, disons-le, c'est un modèle qui, de manière fédérale est propre au Québec, parce qu'ailleurs qu'au Québec, c'est-à-dire c'est toutes des grosses firmes de gestion, des grosses tours qui gèrent ça. Mais là, présentement, ce que l'article soulève, c'est un modèle qui est peut-être à risque actuellement. Mais qu'est-ce qui fait qu'on est plus en danger quand on a moins de portes? C'est qu'on est, premièrement, il y a plus que 73% des immeubles au Québec qui ont été bâtis avant les années 90. Ces immeubles-là de logement, donc on est, disons-le, face à un parc immobilier de plus en plus qui est vétuste, avec des rénovations, des améliorations à apporter. Puis, disons-le, les gens, les propriétaires, on parle souvent du côté locataire, mais au niveau propriétaire, bien des propriétaires assument présentement les dépenses et les améliorations, Isabelle et Francis, à même leurs revenus, parce que leur immeuble, il y a un immeuble sur 4 au Québec, présentement, ces immeubles-là, qui n'est pas rentable, ne fait pas ses frais. Donc, les gens doivent prendre leur argent dans leur poche pour les financer. Mais quand on entend ça, c'est étonnant quand on voit le prix des logements. On peut pas s'imaginer ça. Comment on l'explique? Le coût, l'explosion du coût de la construction. Écoute, dans la même étude, on relevait entre 2017 et 2025, les coûts de construction, Isabelle et Francis, ont explosé de 49%. Ça, c'est l'augmentation des coûts de construction, sans compter les matériaux aussi qui ont explosé. Donc, si on fait la proportion de ça avec ce qu'on a droit comme propriétaire au niveau de l'augmentation, même si c'est vrai, tu as raison, les logements sont chers, mais vu que le parc immobilier est si vieux, on n'arrive simplement pas à faire nos frais. Et pourtant, combien de fois on dit investis dans l'immobilier, si tu veux faire de l'argent, il faut que tu sois propriétaire, investis, alors que c'est pas tout le monde finalement qui va avoir un investissement rentable. Je vais vous dire une affaire dans le balado sans vice caché, auquel Francis va peut-être participer bientôt. J'ai eu un peu de pression. J'ai reçu une invitation formelle plus tôt aujourd'hui. On a eu un débat là-dessus, puis je vais vous dire une chose, beaucoup de gens qui disent « Ah oui, c'est encore un bon modèle d'affaires », mais plusieurs appelaient pour dire « Écoute, c'est difficile, les règles actuelles ne sont plus d'actualité. Ils ont été mis en place dans les années 60, 70, mais présentement, avec tout ce qui a augmenté, comme propriétaire, c'est extrêmement difficile. C'est sûr que vous allez avoir des réactions à ça. Yannick, tu nous as déniché justement quelqu'un qui vit la situation de près. Elle s'appelle Élise. Elle est propriétaire de 4 portes sur la rive sud, donc 2 duplex. Bienvenue à l'émission. Merci. Bon, la réalité pour vous, Élise, elle n'est pas rose-rose ces temps-ci. Mais ça dépend, je veux pas non plus dramatiser, mais c'est vrai un peu ce que Yannick dit dans le sens que, faut quand même puiser dans notre, nos avoirs personnels pour faire des grosses rénovations. C'est sûr que, moi, j'ai acheté mes 2 duplex il y a environ 10 ans. C'est sûr que les premières années, c'était pas rentable du tout. Là, j'ai dû vraiment mettre beaucoup de sous de ma poche. Là. Par chance, j'ai un emploi, puis j'ai eu 2 emplois même pendant cette période-là pour subvenir à ces besoins-là. Fait que c'est sûr que c'était pas rentable. J'ai réussi à aller chercher une rentabilité mensuelle, mais qui est fragile. C'est pas avec ça que tu peux vivre, là, bien entendu. Fait que, en effet, là, ça représente bien, là, la réalité des petits propriétaires. Là. Donc, à partir de la 5e année, vous avez commencé à faire des profits.
À partir de la 3e année, les 3 premières années, ça a été difficile. Puis la 4e année, j'ai commencé à faire, tu sais, des profits. On parle des petits profits là, que l'impôt vient chercher parce que quand t'es propriétaire, t'es pas une compagnie, mais on t'exige dans le fond de rencontrer certaines obligations légales, comme si t'étais une compagnie, mais en contrepartie, t'as pas nécessairement les avantages d'imposition. Tu payes le même impôt que si t'avais une paye de ton emploi, là. Fait que t'as pas le taux d'imposition d'une compagnie, mais tu dois te plier à certaines réglementations, entre autres pour la rénovation. Là, il y a la loi R20 qui a vu le jour il y a quelques années, qui empêche les propriétaires de faire certaines rénovations. Tu sais, moi, je suis capable de faire des rénovations, j'en fais chez moi, dans ma maison personnelle. Il y a des choses comme de la peinture, puis des petites choses comme ça. Ah, il faut avoir recours à un professionnel. Oui, c'est que c'est ça qui est difficile. Ça, c'est un point qui est soulevé présentement qui est soulevé pour être ramené sur la place publique par la Corpic, parce que des travaux que les gens doivent savoir, tu peux pas faire tous les travaux dans ton immeuble à revenus. Si t'es propriétaire occupant, tu peux faire des travaux d'entretien minimum là, pour maintenir, mais quand tu te lances dans des travaux un peu plus importants, tu n'as pas le choix. Comme Élise le mentionne, cette loi-là fait en sorte que tu dois passer par des corps de métier avec des cartes de compétences, puis on connaît les coûts. Parce que c'est commercial, évidemment. C'est ça la nature là, qui change. C'est du commercial établi dans du résidentiel, Francis. Donc, dans l'immeuble, prenons l'exemple à Élise, dans son un duplex ou un triplex, elle va devoir, pour des rénovations plus importantes qu'un entretien normal, faire affaire avec des professionnels qui ont des cartes de compétences. Donc, il y a encore des gens qui sont capables de changer, de faire un peu de plomberie, et ça fait partie présentement des exclusions. Un propriétaire, théoriquement, ne peut pas faire de travaux importants de plomberie. L'électricité, on comprend bien sûr, mais tu comprends un peu. Donc, même peinturer ta maison en jaune, ça te prend un professionnel. Non, oui. Même faire un plancher flottant. Tu sais, je veux dire, monsieur, madame, tout le monde le fait dans sa maison personnelle. Tu sais, pourquoi on pourrait pas, pour certaines rénovations, pouvoir le faire nous-mêmes? Tu sais, j'irai pas, moi, faire un toit en membrane chauffée, on s'entend. J'irai pas changer mes fenêtres puis faire de la plomberie puis de l'électricité, mais peinturer, réparer un petit trou dans un mur avec des joints, tu sais, faire de la peinture, ne serait-ce qu'intérieur ou extérieur, tu sais, c'est quelque chose que monsieur, madame, tout le monde est capable de faire, puis qu'on peut pas faire quand on est propriétaire parce que on a un certain revenu, on a une contribution par rapport à cette maison-là. Fait que c'est très freinant parce que c'est très cher, là. Je voudrais quand même, puis tu sais, je vous interpelle les deux en même temps, mais tu sais, je pense qu'il faut... J'ai un petit feeling là, quand même, mais il y a quand même une différence de mon point de vue entre quelqu'un qui veut acheter, investir dans l'immobilier aujourd'hui, puis tu sais, avec ce qu'on connaît, les coûts que tu as évoqués. Puis bon, Élise, je veux pas vous attaquer, mais tu sais, j'ai quand même un petit feeling que quelqu'un qui a acheté de l'immobilier locatif il y a 10 ans, il y a quand même une bonne partie du capital qui a été remboursé, possiblement que les unités ils ont peut-être doublé de valeur, ou peut-être augmenté de 60. Je veux dire, je veux pas comme... Vas-y, autrement. Non, mais tu comprends? Il y a plein de façons de faire de l'argent en immobilier. Puis genre, moi, je veux dire, je suis peut-être pas un comptable, mais j'ai quand même une bonne idée qu'en immobilier locatif, tu sais, si vous les revendiez vos duplex, là, puis que vous liquidiez tout, Élise, là, je suis sûr que vous auriez un petit peu plus d'argent que la moyenne des mais autres. Mais si tu me permets, Francis, tu as dit le mot magique, revendre. L'enjeu n'est pas nécessairement la revente. Tu as raison. Je veux dire, si on regarde l'immobilier avant la pandémie versus aujourd'hui, c'est sûr qu'on vend aujourd'hui. Normalement, on fait de l'argent avec nos immeubles. Beaucoup d'argent. Non, soyons transparents par rapport à ça. T'as raison. L'enjeu est pas là. L'enjeu est parmi les gens qui veulent conserver ces immeubles-là au fil du temps, les faire perdurer. C'est là que le mois, ça fonctionne pas. Élise pourra nous le confirmer. Elle pige, je crois, dans ses poches chaque... en fait, elle ne fait pas ses frais. Pourtant, elle a acheté ses immeubles à des prix qui sont encore raisonnables. Mais Élise, on la voit hocher de la tête. Mais je fais réactive dans ce sens que aussi, quand tu es un petit propriétaire, on n'est pas comme, je sais pas, on est plus proche peut-être de nos locataires. Fait que, tu sais, moi, j'ai pas eu la stratégie, puis c'était peut-être une de mes erreurs, d'augmenter beaucoup. J'ai augmenté genre de 10 $ par mois, par année, là. Fait que, tu sais, c'est mon erreur, j'assume, mais ça fait pas en sorte que j'ai les reins assez solides pour demain matin dire, OK, je sors cash le prix d'une toiture ou... tu sais, des fois, tu as aussi des réglementations municipales. Tu sais, je me suis fait dire à la dernière minute, OK, dans 2 mois, il faut que tu fasses asphalter ta cour. Ben, tu sais, j'ai vendu des actions pour asphalter ma cour, là. Fait que, tu sais, c'est pas un gros
profit que tu fais, puis à la fin de l'année, ben tu sais, tu payes de l'impôt comme tout le monde, fait que ça se rajoute sur ton salaire, fait que tu donnes à l'impôt, fait qu'au bout de la ligne, pour vrai, tu sais, je veux pas me plaindre parce que j'ai quand même ce capital-là, mais quand même, tu sais, faut pas viser nécessairement, comme dit Yannick, une rentabilité au mois, mais de le voir à long terme où c'est encore possible de faire quelque chose d'intéressant si, par exemple, tu le vois comme une bigénération ou que, tu sais, tu vas habiter ton bloc. Moi, j'habite un de mes 2 blocs. Fait que, tu sais, pour moi, j'économise beaucoup pour ça. Tu sais, dans le fond, le locataire, il t'aide à payer ta maison. Fait que, tu sais, ça, il y a quand même beaucoup d'avantages. Il faut pas quand même avoir un portrait... c'est dramatique. Là. Exact. Oui, c'est ça. C'est quand même avantageux, mais c'est pas facile. Parce qu'il y a comme 2 choses. Là. Il y a comme, tu sais, la comptabilité de caisse, là, genre, t'as pas d'argent pour couvrir les frais, tout ça, mais je veux dire, le bilan d'Élise, là, il est quand même mieux que si elle avait pas fait ça. Là, c'est ce que je veux dire. Oui. Il y a des gens qui payent les loyers, qui remboursent le capital, il y a l'appréciation de la valeur, il y a plein de choses. Je veux dire, à la fin, bon, chacun sa stratégie de refinancement, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que... Puis je comprends ce que tu dis, là. C'est souvent les petits acteurs immobiliers, ils n'ont pas cette sophistication financière. Mais je pense que l'enjeu est plus là que dans le fait que ça soit pas payant. Tu sais, je veux dire, je connais personne qui a acheté de l'immobilier il y a 10 ans qui est pas très content de l'avoir fait. T'as raison, c'est l'économiste en toi qui parle, mais c'est une réalité. Puis il faut le dire aux gens encore qui achètent des immeubles à revenus. Moi, je dirais jamais que c'est pas un bon investissement. Oui, qu'est-ce que Non, je te laisse aller, je vais rebondir après. Il y a les points qui sont importants qui sont amenés justement par la Corpic, là, que je veux pas passer à côté de les mentionner. Donc, il y a l'aspect de revoir un peu les règles au niveau de la rénovation, les assouplir pour les propriétaires. Revoir aussi la facilité ou l'accessibilité aux programmes qui peuvent soutenir la rénovation, comme Réno Climat, des programmes qui sont existants. Puis ça m'a frappé. Il y a à peu près 73% des propriétaires actuels d'immeubles à revenus qui ne participent pas à ces programmes-là. Ils sont pourtant là pour eux, mais il y a probablement une complexité pour y accéder et tout ça. Ouais. Tu sais, puis le but, c'est de pas se retrouver, je pense, puis ça peut arriver, étant donné on est la province qui a le plus de petits immeubles à revenus au Canada, c'est que le risque à ça, si c'est des propriétaires se tannent un peu, mettons comme de payer au mois le mois, c'est qu'à un moment donné, c'est des gros joueurs qui vont racheter ces immeubles-là, puis là, on va se ramasser aussi encore avec plus de gros immeubles, puis peut-être qu'au final, ça peut être une bonne chose moins aussi. De concurrence. Mais en même temps, moi, ce que j'entends quand même du discours d'Élise, c'est que c'est vrai qu'on nous a vendu l'espèce de pensée magique. Il y en a pour qui ça fonctionne. Il y en a pour qui, par contre, il y a de l'investissement. Il peut y avoir un stress financier. Je trouve qu'il y a quand même des nuances, puis que chaque profil, tu sais, ton profil d'investisseur, que les compétences que tu as aussi à faire les rénaux, dans son cas, on peut pas les faire, mais ça nous remet quand même en perspective ce choix-là, qui peut être un bon choix, mais avec nuance selon ton profil et ta situation. Je trouve qu'il y a ça aussi. Oui, puis selon ton objectif, tu sais, si ton objectif, c'est de flipper aujourd'hui à court terme, comme on l'a vu dans les années passées, où ils faisaient des flips maquillage puis revendaient à 100 000 de plus, là, je pense pas que ça soit d'actualité avec les frais de construction actuels. Mais tu sais, si t'es par exemple une compagnie RBQ, là, puis que tu te payes pas ton salaire, puis t'es propriétaire d'un bloc, ben là, c'est super avantageux de le faire ton flip. Fait que tu sais, tout est relatif. Ça dépend de ton objectif, ça dépend de ton profil. C'est ça, ça dépend. Dans votre cas, combien on peut investir par année, justement, parce qu'il faut refaire la toiture, parce que le solage de scie est à refaire, parce que le plancher a craqué ou la fondation, peu importe, là, l'entretien d'une maison, combien par année ça peut s'élever? Ben c'est relatif, ça dépend vraiment des travaux à faire. Il y a des années où je suis allée jusqu'à des 30 000 par année, puis d'autres quasiment rien. Là. Ça dépend vraiment des travaux à faire. Là. Je vous dirais... C'est là, je fais faire des soumissions, puis c'est comme, je vais réouvrir mon hypothèque si je veux faire les rénaux que je dois faire là actuellement, parce que je serais pas capable d'avancer les frais. Puis tu sais, je dis pas ça pour me plaindre là, mais j'ai une vieille maison, tu sais, j'ai 2 vieilles maisons de 1950. Fait que tu sais, c'est sûr que quand on rénove, on ouvre un mur, on a une surprise. Tu sais, fait que c'est différent peut-être de ceux qui ont des immeubles plus récents. Mais ça vous décourage pas plus que ça pour les vendre, par exemple, ou vous débarrasser de ça, là? Ça vous prend pas toute la place dans votre tête, là? C'est pas la raison qui ferait que je voudrais m'en débarrasser, comme vous dites. En fait, je voudrais pas m'en débarrasser, mais c'est, moi, présentement, c'est pas, pour moi, c'est à côté, là, j'ai un emploi à temps plein. C'est pas mon métier de faire de l'immobilier. C'est vraiment pour ma retraite que je faisais ça. Fait que c'est pas nécessairement, c'est ça dépend.
Il y a une question pour toi, Yannick. Il y a Steve des Laurentides qui dit qu'il y a une question parce qu'il vient de construire un 3,5, un logement annexé à une maison qui est complètement indépendant, avec son adresse lui-même, aucune connexion avec la maison principale. Est-ce que j'ai des subventions ou des retours d'enjeux de droit? Bien, il faut qu'il vérifie, puis il faut qu'il vérifie au niveau des règles d'accessibilité, parce que je vais le dire aux gens, c'est pas un automatisme non plus. Il faut faire attention, il y a des critères. Et l'autre chose qui est le plus important, si vous construisez un logement accessoire comme ça à côté de la maison, conformez-vous au niveau de la municipalité aux règles avant de finaliser vos rénaux, parce que j'ai des cas où des gens nous appellent comme courtier pour nous dire, écoute, j'ai un bigénération à vendre. Finalement, on arrive là, 2 taxes, 2 ci, 2 ça. Oh. Puis on confirme, il n'y a rien qui respecte les normes de la municipalité. Le plafond est trop bas à un endroit, il y a une superficie qui est trop grande. Donc, on se trouve à acheter un bigénération, exemple, qui n'est pas reconnu. Et j'ai vu des cas où la ville a exigé le démantèlement de certains logements. Oh. Donc, il faut juste porter attention à ça. Puis les gens qui, au niveau des subventions, avant d'autoriser une subvention, vont s'assurer que les normes des municipalités sont respectées. Est-ce qu'on le voit souvent, des non-respects des normes parce qu'on pense qu'on le connaît? Tout le temps. Tout le temps. Moi, je vous dis, là, il y a 2 personnes sur 3 qui nous appellent pour nous dire qu'ils ont des logements accessoires dans leur maison qui ne sont pas nécessairement selon les règles. Ça veut pas dire que ce n'est pas des beaux logements. Ça veut dire qu'ils n'ont pas nécessairement validé toutes les règles avec la municipalité pour venir prétendre, du moins à la revente, qu'ils vendent un immeuble qui a un logement accessoire, un logement intergénération. Et ce n'est pas la même chose qu'un duplex. À faire attention. Et lors de la vente, tu as une méchante surprise? Une méchante surprise. Et il y a à la vente aussi, il y a une fiscaliste. Il y a un aspect fiscal aussi, c'est que s'il y a un logement accessoire, membre de la famille, pas membre de la famille, il y a peut-être quelque chose de niveau fiscal à vérifier aussi sur le gain en capital. Si vous l'habitiez et qu'il y a un logement qui générait du revenu, ça va être exclu de votre exemption. Puis bref, ça peut générer de l'impôt à payer et toutes sortes d'affaires. Voilà. Élise, merci pour votre participation à l'émission. Merci, Yannick Parent. Un rendez-vous la semaine prochaine, toujours 2 fois par semaine, même heure, même poste. Lâchez pas, vous êtes super bon. Bonne journée.